Bonjour à vous. Alors tout d'abord, certes avec un petit peu d'avance, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël, une excellente santé à vous et à vos proches. Et j'espère que 2024 verra la fin de cette guerre qui est vraiment triste, qui est une tragédie. Et pas que cette guerre d'ailleurs, car n'oublions pas le conflit israélo-palestinien qui fait tant de morts. Donc, faut espérer que 2024 voit la fin de la guerre en Ukraine et de la guerre à Gaza, que cette tragédie se finisse, car il y a eu déjà tant de morts, c'est vraiment très très triste. Donc voilà, c'est mon souhait tout du moins. Voilà, on va commencer. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, c'est encore plus important pour moi. Ça me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde sur Odyssée et Rumble. Donc là, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 23 décembre 2023 avec comme titre principal Zelensky veut rassembler 500 000 hommes supplémentaires, ne serait-ce que pour continuer la guerre. Il réclame aussi 1 million de drones pour 2024. Et le chef d'état-major Valéry Zaloujny lui réclame 20 000 hommes par mois pour garder un chiffre dans son armée stable. Voilà, parce qu'évidemment, il y a tant de morts côté ukrainien qu'il faut bien les remplacer. Alors pour la petite anecdote, il y a de cela 3 semaines, je vous avais montré un petit article d'Ukrainska Pravda d'une députée ukrainienne, donc de la Rada, qui disait que donc elle avait eu un entretien avec Zaloujny et Zaloujny avait dit donc lors d'une réunion où elle participait qu'il avait besoin de 20 000 hommes par mois pour remplacer ceux qui étaient perdus sur le champ de bataille. Donc c'est une grosse nouvelle parce que la demande de Kiev, donc si on prend les demandes de Zelensky et la demande de Zaloujny, c'est des demandes absolument énormes. Alors entre nous, bien évidemment, elles sont complètement fantaisistes, cela va de soi. Les 500 000 hommes que réclame Zelensky, c'est complètement ridicule. Le million de drones qu'il réclame pour 2024, c'est complètement ridicule. Bien évidemment, il n'aura rien de tout cela. Quant à Zaloujny, son souhait de 20 000 hommes par mois est aussi ridicule. Et pire que ça, il est même très inquiétant. Alors je vous rappelle que cette info date d'il y a 3 semaines environ, et que c'est l'Ukraine qui l'a révélé, hein. C'est pas des blogueurs russes. Voilà. Donc il y a tout ça maintenant concernant sur le front. Eh bien, Zelensky, il y a 2 ou 3 semaines, avait décidé que sur le front, l'armée ukrainienne serait purement en défensif. Alors j'ai appris plus tard pourquoi. Alors en fait, c'est Zaloujny qui poussait pour que Zelensky soit en défensif parce que Zaloujny avait tellement de remontées de commandants sur le terrain qui étaient en train de faire des mutineries. Donc il y avait tellement de résistance sur le terrain, tellement de soldats qui désobéissaient aux ordres de leur grand chef à Kiev, donc ils ne voulaient plus faire d'offensive, que au final, diplomatiquement et pour éviter un casus belli au sein même de l'Ukraine et donc des forces armées ukrainiennes, et bien pour éviter des guerres intestines et que ça part en vrille, il a été décidé d'être purement en défensif. Ce que de toute manière faisaient déjà les soldats ukrainiens sur le front. Parce que il disait, comme je vous l'ai montré dans les articles principalement du New York Times, qu'il ne pouvait plus faire d'offensive du fait du manque de munitions
de balles et surtout d'obus. Alors le froid n'arrangeait rien car en plus, moi j'ai appris sur LCI que les obus otaniens, donc de 155 mm, en plus marchaient mal. C'est-à-dire ils ne détonnaient pas quand il fallait détonner, dans le sens ils ne détonnaient pas du tout ou ils détonnaient en retard. Et ça, je l'ai appris sur LCI, hein. Pas dans un article américain, russe ou d'un autre pays. Non, je l'ai appris sur LCI. Voilà. Donc c'est d'autant plus inquiétant. Alors moi, d'après ce que j'ai compris, c'est à cause du froid qui est si grand en Ukraine que les obus otaniens apparemment ne seraient pas prévus pour. La tolérance de température est beaucoup trop grande. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, hein. C'est ce que j'ai lu. Encore une fois, je ne peux pas confirmer cela. En tous les cas, LCI a bien confirmé que les obus otaniens avaient des malfonctions. Voilà. Alors quoi d'autre sur le front? Ben, la forteresse d'Avdiivka est en train de tomber comme c'était annoncé depuis fort longtemps. Donc les Russes ont surtout pris le sud de la grande forteresse d'Avdiivka. Sur le nord, ils avancent aussi, le nord de la ville, mais beaucoup moins que sur le sud. Donc là, les Russes ont bien pénétré dans la ville d'Avdiivka, mais surtout sur le sud. Le petit village Stepové dont on parlait beaucoup a été pris il y a déjà 2 semaines au moins. Et donc là, les Russes avancent sur le deuxième village à l'ouest. Donc tout ça est confirmé. Alors concernant la dernière offensive enregistrée ukrainienne, une véritable offensive ukrainienne, celle qui était amphibie et qui portait sur le village de Krinky, c'est-à-dire avec une traversée du Dniepr d'ouest en est. Bon, bah, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, hein, ça fait 1 mois qu'on en parle. Donc cette offensive importante, hein, et en plus amphibie, composée de plusieurs centaines de soldats ukrainiens, a été écrasée. Et malgré tout, ça fait 3 semaines au moins que les Ukrainiens n'arrêtent pas d'envoyer des renforts amphibies qui se dirigent vers Klinky. Alors c'est une véritable hécatombe, bien évidemment, surtout que ça fait 3 semaines que je vous dis que Klinky est bombardé perpétuellement par l'artillerie, par des bombes, par des drones, et en plus là dernièrement les bombes utilisées sont des Fab 1500, c'est-à-dire des bombes d'une tonne 5. Donc c'est un véritable massacre. C'est incompréhensible, quoi. Si, c'est compréhensible, je vous le dis depuis plus d'1 an, ce sont des attaques de communication uniquement faites pour gagner du temps, point barre, c'est tout. C'est pour faire gagner du temps, pour faire de la communication. Ces offensives ne servent qu'à cela. Alors je rappelle que l'offensive amphibie de Klinky est la dernière. Il n'y en a pas eu d'autres, et de toute manière c'est normal, puisque Zelensky lui-même a décidé que les forces ukrainiennes seraient maintenant uniquement en défensif. Voilà. Alors sur le front, les Russes avancent de partout sur le front ils avancent. Là où ils avancent le plus, c'est dans le sud d'Avdiivka, et donc concernant la forteresse. Pour le reste du front, là où ils avancent le plus, c'est sur Bakhmout. Principalement sud Bakhmout, c'est là où ils avancent le plus. Alors évidemment, ils avancent aussi dans le nord, mais beaucoup moins que dans le sud de Bakhmout. Donc les Russes avancent lentement mais sûrement. Sur le front, il n'y a rien d'énorme, il n'y a aucune avancée russe importante. C'est comme d'habitude depuis très 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 longtemps que je fais les points sur l'Ukraine. Les Russes n'avancent que incrémentalement, n'oublions pas. C'est la stratégie du général Sourovikine que les Russes suivent absolument à la lettre. Donc ils avancent incrémentalement. Ils font ce qu'ils appellent une défense active, c'est-à-dire ils avancent, ils consolident, ils avancent, ils consolident. Apparemment, ils tiennent absolument à cela jusqu'à ce que
les forces armées ukrainiennes soient complètement épuisées. Moi, mon avis, mais ça n'engage que moi, c'est quand ils sentiront que l'armée ukrainienne est vraiment complètement, totalement épuisée, là ils feront une grande offensive. Et comme je vous le dis depuis très très longtemps, depuis des mois, ça ne reste que mon avis. Pour moi, la grande offensive russe se fera dans le nord. Ce n'est que mon avis, évidemment, je peux me tromper. Voilà. Alors, autre fait important, Vladimir Poutine a tenu une conférence militaire au ministère de la Défense et ses propos ont été très acerbes. Il y avait tout l'état-major devant lui. Il y avait bien entendu le chef d'état-major Gerasimov. Il y avait le ministère de la Défense Sergei Shoigu et Vladimir Poutine et tous les généraux principaux de l'armée. Donc ses propos ont été très acerbes parce qu'il estime avoir été trompé pendant des années par l'Occident. Là où vraiment ses propos étaient pleins d'acrimonie, c'était envers Angela Merkel, parce qu'il avait confiance en elle, il pensait qu'il y avait une bonne relation entre eux, et au final, il a dit qu'il a été poignardé dans le dos, qu'il a été totalement trahi par Angela Merkel, ensuite par François Hollande, mais François Hollande, voilà, lui, il s'en foutait complètement de François Hollande. Ce qui comptait pour lui, c'était Angela Merkel, avec qui il avait eu, bon, c'est ce qu'il disait, hein, de très bonnes relations diplomatiques. Il s'entendait bien, paraît-il. Donc, lui, on sent vraiment que Vladimir Poutine, il en avait gros sur le cœur. Je vous le dis, hein, ses mots étaient vraiment pleins d'acrimonie, ils étaient vraiment acerbes. Et on sentait vraiment que là, il y a une cassure entre l'Occident et Vladimir Poutine. Là, il a précisé à la fin de cette conférence qu'il était ouvert aux négociations, mais que comme il n'avait plus aucune confiance envers les dirigeants occidentaux, s'il y avait négociation, ce serait uniquement en ces termes à lui. C'est-à-dire que c'est lui qui poserait les termes de la négociation et il n'en irait pas autrement. Voilà, c'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine. On le sentait vraiment en colère. Bon, là, de toute manière, il a compris que l'Occident, qu'il avait roulé dans la farine depuis si longtemps, c'était fini, hein. Là, maintenant, il n'aura plus aucune confiance en l'Occident. Et d'ailleurs, là, il ira jusqu'au bout, hein. Il ne s'arrêtera plus, c'est ce qu'il a dit, hein. Dans le sens qu'il atteindrait les objectifs fixés. Voilà. Donc, concernant Vladimir Poutine, maintenant, c'est très clair. Il atteindra tous les objectifs, la dénazification, le fait que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, et tous les oblasts russophones feront partie de la Russie. Donc nulle surprise dans tous ces objectifs. Et d'ailleurs, il a souligné que ces objectifs n'avaient nullement changé depuis le 24 février 2022. Alors comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties. Vous avez les informations générales qui seront suivies de ma conclusion. Et enfin, la carte militaire. Mais là, pour l'instant, on va passer aux articles. Donc là, on va commencer par un article du New York Times avec une belle image. Donc là, c'est évidemment des soldats ukrainiens, bien évidemment. Donc là, vous voyez un mortier. Et que lit-on? On lit les Marines ukrainiens en mission suicide lors de la traversée du fleuve Dnipro. Les soldats frustrés par les rapports positifs des responsables ukrainiens brisent leur silence, qualifiant leurs efforts de brutalistes et en fin de compte de futiles. Vous imaginez un peu ce titre, comment il est fort, comment il est puissant et comment il illustre très bien tout ce que je vous ai dit avant concernant ces attaques absurdes du fleuve Dnipro, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais là on parle de la dernière. Alors pourquoi là on parle de la dernière sur Klinky? Parce que ça a été une hécatombe et que évidemment les Ukrainiens, quand ils arrivent sur la rive est, c'est-à-dire côté russe du Dniepr,
eh bien, ils se font massacrer, comme je vous l'ai déjà expliqué, donc on va pas y revenir. Mais vous voyez, là c'est le New York Times qui le dit, dans le titre, en mission suicide les soldats ukrainiens, lors de la traversée du fleuve Dniepr. Et vous voyez, que lit-on? Des soldats frustrés par des rapports positifs des responsables ukrainiens. Alors pourquoi frustrés? Parce qu'ils en ont marre d'entendre les responsables ukrainiens à la télé ou à la radio qui mentent en disant oui, qu'ils se dirigent vers la victoire, qu'ils massacrent des tonnes de Russes, parce que c'est ça, hein. Quand vous êtes en Ukraine, moi j'ai entendu la radio ukrainienne grâce à Telegram et j'ai vu des vidéos de propagande à la télé ukrainienne, c'est à vomir et aussi malheureusement à mourir de rire. Parce que, bon, alors quelquefois vous voyez qu'ils disent ah ouais, mais on a des petites difficultés, mais alors on les massacre, hein, les Russes on les massacre, hein. Voilà, et puis c'est que comme ça. Donc les soldats, à force d'entendre ces rapports positifs absurdes que personne ne croit, eh bien, bon, à part quelques gens ignorants, bien évidemment, ben, les soldats ukrainiens ont décidé de briser leur silence. Ça fait très longtemps qu'ils brisent le silence, sauf que c'est de plus en plus massif. Moi, je le vois à la télé ukrainienne. Maintenant, ça passe à la télé. Il y a des soldats qui se plaignent que leur effort soit perpétuellement vain. Ça, je le vois à la télé, encore une fois, grâce à Telegram, bien entendu. Puis je connais un petit peu le russe. Donc, en plus, ce qu'on voit à la télé, et ça c'est nouveau, bon, je vous le dis parce que vous le verrez un peu nulle part, c'est le nombre de soldats qui se plaignent des angoisses, qui doivent voir un psychologue, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus retourner au front parce qu'ils sont tellement angoissés, tellement stressés. Principalement, cette cause, ça vient du bruit des obus. Le bruit des obus, ça les stresse tellement que ben ils tremblent, ils ont plus du tout envie de se battre, hein, parce qu'ils sont plus dans un état mental pour cela. Donc ça m'avait assez marqué, surtout à la télé ukrainienne, ce qui il y a quelques mois c'était impossible de voir ce genre de choses. Bon bah je vous le dis maintenant. Donc vous voyez, bref, revenons au titre, que malgré alors, leurs efforts de brutalistes, alors c'est la traduction Google, en fait c'était marqué en anglais le fait de se conduire comme des brutes, c'est-à-dire en allant tout droit et tirer sur tout ce qui bouge, et bien en fin de compte c'est futile, comme ils le mettent ici. Alors je vous lis le début, l'article est très long, je vais pas tout vous lire, hein. Il y avait un léger tremblement dans la voix du Marine lorsqu'il racontait les combats meurtriers sur la rive est du fleuve Dniepr, où il était récemment blessé. Nous étions assis dans l'eau la nuit et nous avons été bombardés partout, a déclaré le marin Maxime. Mes camarades mouraient sous mes yeux. Depuis 2 mois, le corps des Marines ukrainiens mène une offensive sur le fleuve Dnipro, dans la région méridionale de Kherson, pour reprendre des territoires aux troupes russes. Cette opération est la dernière tentative de l'Ukraine dans le cadre de sa contre-offensive. Alors il n'y a jamais eu de contre-offensive. Et je vous rappelle qu'avant on l'appelait la grande offensive, c'était la grande offensive. Après c'est passé à la contre-offensive. Bref. Dans le cadre de sa contre-offensive en déclin visant à percer les défenses russes dans le sud et inverser le cours de la guerre. Les soldats et les Marines qui ont participé aux traversées du fleuve ont décrit l'offensive comme brutale et futile, car des vagues de troupes ukrainiennes ont été abattues sur les rives du fleuve ou dans l'eau avant même d'avoir atteint l'autre rive. Les conditions sont si difficiles, ont déclaré lors d'entretiens une demi-douzaine d'hommes impliqués dans les combats, que dans la plupart des endroits, il n'y a nulle part où s'abriter. Les premières approches ont tendance à être des îles marécageuses parsemées de ruisseaux ou des prairies devenues un bourbier de boue et des cratères de bombes remplis d'eau. Les soldats et les Marines n'ont donné que leur prénom ou ont demandé l'anonymat pour des raisons de sécurité. Et les commandants ont refusé presque toutes les demandes des médias visant à visiter les unités militaires de la région de Kherson.
Plusieurs soldats et Marines ont parlé aux journalistes inquiets du nombre élevé de victimes et de ce qu'ils ont qualifié de récits trop optimistes de la part des responsables sur la progression de l'offensive. Donc vous voyez les récits trop optimistes de la part des responsables, en gros qui ont qualifié de propagande tout ce qu'on peut entendre à la télé ou à la radio ou dans les journaux. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré qu'il n'était pas possible dans l'immédiat de commenter les accusations des soldats, mais qu'ils apporteraient une réponse en temps utile. Vous voyez, alors ça c'est les responsables ukrainiens qui disent ouais bon on a entendu ce que disent les soldats, on apportera une réponse en temps utile. Voilà. Alors qu'ils devraient dire normalement on apportera une réponse immédiate pour répondre à leurs besoins afin de pouvoir continuer d'avancer. Mais non, là c'est on s'en fout, on apportera une réponse en temps utile. Bref, certains des combats les plus violents ont eu lieu dans le village de Klinki, sur la rive est, à 32 km en amont de la ville de Kherson, où les troupes ukrainiennes se sont emparées d'une étroite bande de maisons de pêcheurs, le seul endroit où elles ont réussi à prendre pied. Mais des images de la zone, diffusées en direct depuis un drone et vues par le New York Times, ont vérifié les récits des soldats, selon lesquels de lourdes frappes aériennes russes ont détruit les maisons et transformé la rive du fleuve en une masse de boue et d'arbres brisés. Bon, je ne vais pas tout vous lire, encore une fois, vous voyez, c'est très long, mais bon, les images des Ukrainiens morts données par le New York Times est quand même très édifiante et très éloquente. Je crois qu'il est inutile d'en rajouter. Vous voyez, à chaque fois que le New York Times parle de l'Ukraine, qu'est-ce qu'on voit? Des morts, des tombes à n'en plus finir. Chaque drapeau représente un mort. C'est tragique, c'est extrêmement triste. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas vous lire tout l'article. Vous voyez qu'il est fort long et qui vous dit, en gros, je vous résume l'article. L'article dit qu'il manque de tout, de munitions, d'obus, d'équipements, de vêtements chauds, de couvertures, de soupe. L'équivalent, il parlait du bortsch, c'est un plat typique. Eux, ils réclament une soupe consistante et chaude, typiquement du bortsch. Évidemment, il manquait de tout. Ils devaient dormir dans les tranchées, dans le froid. Souvent, ils n'ont qu'une bâche pour se couvrir du froid. Vous voyez la longueur de l'article. Vous voyez la longueur de l'article. Ça, c'est terrible. C'est absolument terrible. En tous les cas, voilà. Vous voyez, on en revient au titre. Les Marines ukrainiens en mission suicide. C'est le New York Times qui reprend les propos, c'est entre guillemets. Ils reprennent les propos des soldats ukrainiens. En mission suicide lors de la traversée du fleuve Dniepr. Les soldats frustrés par les rapports positifs, c'est-à-dire mensongers, des responsables ukrainiens brisent leur silence, qualifiant leurs efforts de brutalistes et en fin de compte de futiles. Vous imaginez? D'offensives futiles. C'est ce que je vous dis depuis des mois. Donc c'est bien que les médias de plus en plus s'ouvrent et disent la vérité. Ça, c'est quand même une bonne chose. Alors là, je vais vous lire un article d'Associated Press, donc le très grand journal international. Que lit-on? Une humeur sombre plane sur les soldats ukrainiens alors que la guerre avec la Russie se poursuit. Une ambiance sombre plane sur les soldats ukrainiens près de 2 ans après l'invasion de leur pays par la Russie. Malgré une contre-offensive décevante cet été et des signes d'un soutien financier hésitant de la part des Alliés, les soldats ukrainiens affirment qu'ils restent farouchement déterminés à gagner. Mais à l'approche de l'hiver, ils s'inquiètent du fait que la Russie soit mieux équipée pour le combat et sont frustrés de se retrouver à nouveau sur la défensive dans une guerre épuisante. Certains doutent du jugement de leurs dirigeants. C'est fort ça comme phrase. Le mécontentement parmi les soldats ukrainiens, autrefois extrêmement rare et exprimé uniquement en privé, bon, évidemment, c'était pas rare du tout, mais bon, officiellement c'était rare et uniquement exprimé en privé,
est désormais plus courant et plus ouvert. Vous voyez, ça en parfaite transition avec le New York Times. Dans la ville méridionale de Kherson, où l'Ukraine mène des attaques contre des troupes russes bien armées de l'autre côté du fleuve Dniepr, les soldats se demandent pourquoi ces difficiles opérations amphibies n'ont pas été lancées il y a des mois par des temps plus chauds. En fait, Associated Press a vraiment pas de mémoire parce qu'ils en ont fait des dizaines et des dizaines des attaques amphibies. Et là où il y en a eu le plus, c'est contre la centrale de Zaporojye, la centrale nucléaire. Je vous ai fait une quinzaine de points sur l'Ukraine, sur les attaques de Zaporojye, de la centrale de Zaporojye. Ça a défrayé la chronique dans tous les journaux. Bref, passons. Je ne comprends pas, a déclaré un commandant de l'unité anti-drone de la 11e brigade de la garde nationale, connu sur le champ de bataille sous le nom de Boxer. Maintenant, c'est plus dur et plus froid. Ce n'est pas seulement mon sentiment, de nombreuses unités le partagent, a déclaré Boxer, qui s'est exprimé à condition que seul son nom de champ de bataille soit utilisé. La Russie, qui a annexé illégalement la péninsule de Crimée en 2014, contrôle environ un cinquième de l'Ukraine. Après 22 mois de guerre, les pays se trouvent essentiellement dans une impasse le long de la ligne de front de 1000 km. Les forces russes visent à s'enfoncer plus profondément dans l'est de l'Ukraine cet hiver, affirment les analystes, afin que le président russe Vladimir Poutine puisse profiter de cet élan de sa campagne pour sa réélection. Bon, blablabla, là je vous passe. Aux États-Unis, qui ont déjà dépensé quelques 111 milliards de dollars pour défendre l'Ukraine, le président Joe Biden plaide pour une aide supplémentaire de 50 milliards de dollars. Mais les législateurs républicains rechignent à obtenir davantage de soutien. Tout comme certains législateurs européens hésitent à fournir 50 milliards de dollars pour l'Ukraine. La raison pour laquelle les Ukrainiens sont pessimistes est que non seulement ils ont le sentiment que non seulement ils n'ont pas bien fait cette année, mais ils savent aussi que le jeu des Russes s'améliore, a déclaré Richard Barons, ancien général de l'armée britannique. Il voit ce qui se passe au Congrès et il voit ce qui se passe dans l'Union européenne. L'Ukraine est peut-être sur la défensive cet hiver, mais ses dirigeants militaires affirment qu'ils n'ont pas l'intention de relâcher le combat. Si nous n'avons pas une seule balle, nous les tuerons à coups de pelle, a déclaré Seri, commandant de la 59e brigade active à Avdiivka dans l'est du pays et qui s'est exprimé à condition de n'utiliser que son prénom. Il est certain que tout le monde est fatigué de la guerre, physiquement et mentalement. Mais imaginez si nous arrêtons. Que se passera-t-il ensuite? Humeur sombre. La fatigue et la frustration sur la champ de bataille se reflètent dans la capitale ukrainienne Kiev, où les désaccords entre dirigeants ont récemment éclaté au grand jour. Le mois dernier, le président Volodymyr Zelensky a contesté publiquement l'évaluation du chef militaire ukrainien Valery Zaloujny, selon laquelle la guerre était dans une impasse. Et le maire de Kiev, Klitschko, s'en est pris à plusieurs reprises à Zelensky, affirmant qu'il détenait trop de pouvoir. Tiens, ça je vous en ai parlé à maintes reprises. L'inquiétude dans les couloirs du pouvoir semblait s'être propagée jusqu'aux militaires de base, qui s'inquiètent de plus en plus de l'inefficacité et des erreurs de prise de décision au sein de la bureaucratie dont ils dépendent pour les maintenir bien armés pour le combat. Dans la région de Zaporijjie, au sud de l'Ukraine, où la dynamique s'est ralentie depuis la contre-offensive de l'été, les drones sont devenus un outil de guerre crucial. Ils permettent aux soldats de surveiller et de retenir les forces russes pendant qu'elles mènent des opérations dangereuses et pénibles pour déminer les champs de mines et consolider leurs acquis territoriaux. Mais les combattants se plaignent que l'armée était trop lente à former les opérateurs de drones. Il a fallu 7 mois pour obtenir les documents nécessaires auprès de plusieurs agences gouvernementales pour former 75 hommes. 7 mois pour former 75 hommes, a déclaré Konstantin Denisov, un soldat ukrainien. Nous avons perdu du temps pour rien, dit-il. Les commandants ailleurs se plaignent du manque de troupes ou des retards dans la réparation de drones perturbant les missions de combat. Le ministre de la Défense, Roustem Umerov, insiste sur le fait que l'Ukraine dispose de suffisamment de soldats et d'armes pour alimenter la prochaine phase du combat.
Nous sommes capables de protéger notre peuple et nous le ferons, a-t-il déclaré à Associated Press. Nous avons un plan et nous nous y tenons. Vous voyez, c'est de ça, c'est ce genre de propos que se plaignent les soldats ukrainiens. Parce que voilà ce qu'on leur dit depuis 1 an et demi aux soldats ukrainiens. Des mensonges. Et ils le savent. Mais vous voyez, au plus haut niveau, ils continuent. Ils continuent. Tu vois, l'Ukraine dispose de suffisamment de soldats et d'armes. Alors que c'est archi faux. Et même Zelensky le dit. Zelensky demande 500 000 hommes pour pouvoir ne serait-ce que continuer la guerre. 500 000 hommes, il demande. Donc une nouvelle mobilisation, ça fera la 10e. Et en plus, Zaloujny demande 20 000 hommes par mois, mais 20 000 hommes frais. C'est-à-dire 20 000 nouveaux hommes par mois supplémentaires, à cause de la perte. Et lui, il ose dire, le ministre de la Défense Oumerov, qu'il a suffisamment de soldats et d'armes, alors que ça fait près d'1 an que les Ukrainiens se plaignent du manque d'obus, de munitions, de missiles, de systèmes anti-aériens, qu'ils n'ont pas d'avions, qu'ils n'ont pas d'appui aérien, bref, qu'ils manquent de tout, quoi. Voilà. Et là, j'aime bien la phrase « Nous sommes capables de protéger notre peuple et nous le ferons ». Alors vraiment, bon, bah voilà, il joue son rôle, mais il aurait pu nuancer ses propos pour être moins dans la propagande caricaturale. Nous avons un plan, nous nous y tenons. Alors que la députée de la Rada, comme je vous l'ai dit, a au moins 3 points sur l'Ukraine, justement avait critiqué Zaloujny en public, à la Rada, c'est-à-dire au Parlement ukrainien, parce que justement, quand elle avait été lors d'une réunion avec lui et ses hommes, il n'avait aucun plan. Il n'avait aucun plan, Zaloujny. Voilà, et ça je vous l'ai montré dans l'article de Ukrainska Pravda, parce que même ce journal ukrainien a reporté les dires de cette députée ukrainienne. Donc tout est faux, et justement c'est de ça dont les soldats ukrainiens ne veulent plus entendre. C'est les prendre pour des imbéciles. Je continue. Changement défensif. L'élan limité dont disposaient les forces ukrainiennes lors de leur contre-offensive estivale a ralenti. Des forêts du nord-est au centre urbain de l'est, en passant par les terres agricoles boueuses du sud. Alors que la Russie espère prendre l'initiative cet hiver, l'Ukraine se concentre principalement sur sa position, selon des entretiens avec une demi-douzaine de commandants militaires le long de la vaste ligne de front. Malgré un terrain humide et boueux qui rend plus difficile le déplacement des chars et autres armes lourdes, l'armée russe a renforcé ses forces dans la région orientale de Donetsk. Tiens. Et où elle a récemment intensifié ses manœuvres offensives. Donc effectivement, la région de Donetsk, c'est là où il y avait les 2 petites forteresses, c'est-à-dire Ougledar au sud de Donetsk et Marinka. Marinka qui a été très récemment prise, mais le ministère de la Défense russe n'a toujours pas indiqué que Marinka a été prise officiellement, parce qu'il reste 1% des forces ukrainiennes dans la banlieue ouest. Et vous connaissez les Russes, les Russes, tant qu'ils n'ont pas pris 100%, ils ne disent pas qu'ils ont pris une ville. Jamais. Ils sont extrêmement prudents. Trop même des fois. L'objectif principal pour l'hiver est de perdre le moins de personnes possible, a déclaré Parker, le commandant ukrainien d'un bataillon mécanisé de Bakhmut, qui a demandé à utiliser son nom de champ de bataille pour s'exprimer librement. Vous voyez, sinon ils ne peuvent pas s'exprimer librement, donc à chaque fois ils font bien attention de le préciser. Bakhmut, qui se nomme maintenant Artyomovsk, est une ville de l'est de l'Ukraine dont les forces russes se sont emparées après des mois de violents combats. Nous devons être clairs, a déclaré Parker. Il n'est pas possible de libérer Donetsk ou Bakhmut en hiver, car ils sont trop nombreux. Les analystes estiment que l'Ukraine pourrait même être contrainte de céder cet hiver des parcelles de territoire précédemment récupérées, même si la Russie risque de payer un lourd tribut. J'adore. Faut bien que Associated Press ajoute ça, sinon il passerait pour des propagandistes russes. Si la Russie continue d'attaquer, le résultat le plus probable est qu'elle réalise des gains territoriaux très marginaux, on se rassure comme on peut, mais qu'elle subisse d'énormes pertes ce faisant,
a déclaré Ben Barry, chercheur principal à l'Institut international d'études stratégiques de Londres. Ouais, ouais, ouais. Et qu'elle risquait de perdre la guerre. Il aurait pu ajouter ça, Ben Barry. Bah oui, elle va subir d'énormes pertes hein, si elle essaye d'attaquer encore. Hein, elle va subir d'énormes pertes et puis elle va perdre la guerre hein, parce qu'elle va manquer d'obus, de missiles, de munitions et que les hommes vont être démotivés. Il aurait pu ajouter ça hein, en tant qu'affaire. Des drones et des hommes. Certains commandants ukrainiens de l'autre côté de la ligne de front affirment qu'ils n'ont pas les combattants et la puissance de feu nécessaire pour maintenir à distance les vagues apparemment interminables de fantassins russes alors qu'ils renforcent les défenses pour protéger les soldats. Cela donne encore plus d'importance aux drones d'attaque, une arme, disent-ils, dont la Russie est actuellement mieux équipée. En effet, alors que les soldats ukrainiens se sont montrés ingénieux et innovants sur le champ de bataille, Moscou a considérablement développé son industrie de défense au cours de l'année écoulée, fabriquant des véhicules blindés et des obus d'artillerie à un rythme que l'Ukraine ne peut égaler. Alors l'Ukraine, le terme est faux. Que l'OTAN dans son entièreté ne peut égaler, c'est-à-dire toute l'Europe, toute l'Amérique du Nord, Canada, et États-Unis et tous les autres pays. Je vous rappelle qu'il y a 50 pays coalisés contre la Russie. Hein, et j'inclus le Japon et la Corée du Sud, qui donnent beaucoup de munitions. Ben, malgré ces 50 pays, voilà, et ben, ces 50 pays ne peuvent égaler tout cela. Parce que l'Ukraine n'a strictement rien, bien évidemment. Oui, ils sont en avance sur nous en termes d'approvisionnement, a déclaré Boxer, le commandant à Kherson, qui attribue aux drones russes une plus longue portée et un logiciel plus avancé. Cela permet aux drones de monter à 2000 mètres en évitant les brouilleurs, a-t-il expliqué, alors que les drones ukrainiens ne peuvent voler que 500 mètres. Vous imaginez les drones ukrainiens? Alors là, on apprend un scoop, hein. Les drones ukrainiens ne peuvent voler, alors les drones ukrainiens de base, hein, ne peuvent voler que 500 mètres. Vous imaginez un peu? Alors j'explique, hein, parce que, bon, évidemment, le soldat, il sait pas tout. Alors, c'est vrai que les drones ukrainiens peuvent voler moins longtemps que les drones russes, mais pourquoi ils ne peuvent voler que 500 mètres? Parce que je rectifie un peu, c'est à cause des brouilleurs russes. Hein. Parce qu'évidemment, le drone de base comme ça, bien sûr qu'il peut faire plus de 500 mètres. Mais pourquoi ils font pas plus de 500 mètres en général? C'est à cause des brouilleurs russes. Voilà. Ou alors le fait qu'on réutilise un drone sans qu'il n'ait pu être rechargé. Cela pose un problème à ces troupes, dont la capacité à frapper des cibles russes de l'autre côté du Dniepr est limitée. Pour finalement déployer des armes lourdes telles que des chars, l'Ukraine doit d'abord repousser les forces russes et ériger des ponts flottants. Tant qu'ils n'auront pas davantage de drones, cela ne sera pas possible, a déclaré Boxer. Nous attendons les armes que nous étions censés recevoir il y a des mois, a-t-il déclaré. Pour poursuivre le combat, l'Ukraine devra également mobiliser davantage d'hommes. Ça, c'est important comme information et qui va dans le sens de Zelensky et de Zaloujny. Dans les villes de Kupiansk et Liman, au nord-est du pays, les forces russes ont déployé une force importante dans le but de reconquérir les territoires perdus. Ils affaiblissent simplement nos positions et nos bastions, blessant nos soldats, les forçant ainsi à quitter le champ de bataille, a déclaré Dolphin, un commandant du nord-est qui ne serait cité qu'en utilisant son autre champ de bataille. Vous voyez un peu comment la paix, ils insistent sur ce point. Hein. Ça veut dire que ce serait dangereux pour lui s'il donnait son nom. Hein. Dolphin dit qu'il n'a pas été en mesure de reconstituer suffisamment de personnel. Je peux dire que mon unité, nous sommes préparés à 60%. Voilà. Alors, pardonnez-moi, je vous ai lu longuement cet article, parce que cet article en disait long, et que Associated Press, je vous rappelle que c'est aussi prestigieux que l'AFP. C'est-à-dire que l'AP, c'est considéré comme un journal international de référence par l'Occident. C'est pour ça que je vous et que il était très intéressant, long mais très intéressant, parce que ça vous disait vraiment ce qu'il en était sur le terrain côté ukrainien, comme le précédent article du New York Times. Donc vous comprenez pourquoi
le titre, une humeur sombre plane sur les soldats ukrainiens alors que la guerre avec la Russie se poursuit. Voilà, c'est dans la logique. Un autre article du New York Times. Voleur de personnes. Bon, alors ça c'est la traduction Google, hein. Évidemment, c'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué capture de personnes. Les recruteurs ukrainiens utilisent des tactiques dures pour remplir les rangs. Des hommes ukrainiens signalent des cas de convocation injustifiée, de commissions médicales non professionnelles et de tactiques de mobilisation coercitive. Comme c'est bien dit. Alors en fait, là, dans le New York Times, enfin, je dis bien enfin, ils admettent le kidnapping, la capture dans la rue, un peu partout d'ailleurs, d'Ukrainiens pour remplir les rangs et ils sont immédiatement envoyés sur le front. Voilà, ce que je vous dis depuis des mois. Sauf que là, maintenant, c'est dans le New York Times. Alors vous vous souvenez, il y a de ça, bon, peut-être 2 mois à peu près. Ouais, il y a à peu près 2 mois, je vous avais dit que les médias commençaient à dire la vérité maintenant. Et bon, souvent, je vous montre le New York Times, mais il y a le Washington Post, le Wall Street Journal et d'autres encore. Mais c'est surtout le New York Times. Vous voyez un peu ce qu'ils osent dire maintenant dans un grand média international. Vous voyez un petit peu. Là, maintenant, ils admettent le kidnapping des Ukrainiens pour remplir les rangs. Vous voyez, donc là, il montre un homme qui a été arrêté. Voilà, il allait chez son médecin et il s'est fait capturer, tout simplement. Alors pareil, je vais pas tout vous lire. Alors là, cette fois, non, j'ai abusé au niveau du temps. Donc là, vraiment, je vais lire que, allez, 2 paragraphes. Alors que l'armée ukrainienne fait face à un nombre croissant de morts et à une impasse sur le champ de bataille, les recruteurs de l'armée sont devenus de plus en plus agressifs dans leurs efforts pour reconstituer les rangs, retirant dans certains cas des hommes de la rue en les emmenant vers des centres de recrutement en recourant à l'intimidation, voire à la force physique. Je vous avais montré sur des vidéos Telegram de gens qui étaient pris à partie par 3 ou 4 hommes et qui étaient emmenés de force dans un van, dans un véhicule militaire comme ça. Et des fois, ils arrivaient à s'échapper il suffisait que l'homme soit fort, et il arrivait à se battre contre les agents et il arrivait à s'enfuir. Donc j'ai vu des dizaines de vidéos comme ça. Des recruteurs ont confisqué des passeports, retiré des gens de leur emploi et, dans au moins un cas, tenté d'envoyer une personne handicapée mentale suivre une formation militaire selon des avocats. Vous voyez, ça confirme tout ce que je vous disais. C'est-à-dire même les handicapés mentaux légers et physiques sont envoyés au front. Vous vous rendez compte? Tout est confirmé, tout ce que je vous disais est confirmé, comme quoi mes sources sont vraiment bonnes. Selon des avocats, des militants et des hommes ukrainiens qui ont été soumis à des tactiques coercitives. Alors ça, c'est vraiment une façon délicate pour dire qu'il y a eu de la torture pour que vraiment ils acceptent de les suivre. Parce que c'est ce qui est arrivé, je l'ai vu, ça a été filmé. Des vidéos de soldats poussant des gens dans des voitures et retenant des hommes contre leur gré dans des centres de recrutement apparaissent de plus en plus fréquemment sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Bah tiens, c'est comme par hasard, c'est ce que je viens de vous dire. Ces tactiques sévères visent non seulement les réfractaires, mais aussi les hommes qui seraient normalement exemptés du service. Un signe des défis considérables auxquels l'armée ukrainienne est confrontée pour maintenir ses effectifs dans une guerre avec de nombreuses pertes et contre un ennemi beaucoup plus important. Je ne vais pas tout vous lire, mais bon, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est tout ce que je vous ai dit depuis le début. Et oui, rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous disais qu'il y avait déjà des gens capturés dans la rue, dans des bars, dans des restaurants, et même des fois dans leur appartement, et c'était filmé par les proches. Vous vous souvenez de tout ça? Bon, pour ceux qui me suivent assidûment. Bon, bref, j'arrête là, mais vous avez compris le tableau. Autre article extrêmement intéressant, ça vient de Ukrainska Pravda, donc un des grands journaux ukrainiens. Et que lit-on? Alors attention, accrochez-vous bien. Les renseignements de défense ukrainiens affirment
que la découverte de dispositifs d'écoute dans le bureau du commandant en chef a provoqué un incident important. Vous imaginez? Le SBU affirme la découverte de dispositifs d'écoute dans le bureau de Zaloujny, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Vous imaginez un peu? Alors là, on lit les services de renseignement de défense ukrainiens, donc c'est le SBU, ont qualifié la découverte de dispositifs d'écoute dans le bureau du commandant en chef Valéry Zaloujny d'un événement retentissant. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Vous imaginez un peu? Vous voyez dans quel état est le gouvernement ukrainien? Alors pour ceux qui me suivent, bah nulle surprise parce que je vous avais déjà révélé tout ça. Je vous ai même révélé qu'il y avait peut-être un coup d'État en préparation avec Zaloujny et Arestovitch, l'ancien conseiller de Zelensky. Donc vous voyez un peu jusqu'où ça va. Et là, c'est publié dans un grand journal ukrainien. Vous voyez jusqu'où le délitement va dans le gouvernement qui est bien. C'est vraiment la descente aux enfers. Ça n'arrête pas. Chaque semaine, il y a un événement que je qualifierais de médiatiquement incroyable. Voilà, on atteint des nouveaux fonds là, on atteint les abysses. Ça devient mais complètement ridicule. Vous voyez que l'Ukraine, ça y est, c'est fini, c'est en effondrement partout, absolument partout. Il n'y a que les médias occidentaux qui maintiennent, on va dire, le voile du mensonge et le voile de la propagande grotesque d'ailleurs qui dit ouais non mais vous inquiétez pas, l'Ukraine peut tenir des années encore comme ça, hein. Bien évidemment, et puis il y a peut-être une chance de victoire même. Bon, bref, c'est vraiment pathétique, vraiment pathétique. Alors voici un article de TXT Report, donc c'est un grand journal internet. Et pourquoi je vous montre cet article? Alors ça va être très vite, c'est pour vous montrer qui est Mariana Bezula. Vous savez, la députée de la Rada qui donc a dénoncé Zaloujny. Donc le titre c'est Déclaration scandaleuse de Bezula sur la démission de Zaloujny, la réaction des autorités de l'armée et des réseaux sociaux. Déclaration scandaleuse de Bezula sur la démission de Zaloujny, réaction des autorités de l'armée et des réseaux sociaux. Un député indigène du serviteur du peuple, alors j'adore la traduction Google, a appelé à la démission du commandant en chef des forces armées ukrainiennes. La députée s'est plainte du fait que les directions militaires n'auraient pas de plan de guerre pour 2024, c'est ce que je vous avais dit précédemment. TSN-UA, donc c'est TSN Ukraine, c'est un journal ukrainien, a recueilli les réactions à ces déclarations scandaleuses. Le représentant du président de la Rada, Fedir Venaslavski, a critiqué la déclaration de la députée du peuple. On va pas tout lire, hein. Je vais juste m'arrêter là. La députée autochtone, tiens, c'est plus indigène, c'est autochtone. Donc la députée ukrainienne du serviteur du peuple, Mariana Bezula, a appelé à la démission du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valéry Zaloujny. La députée s'est plainte du fait que les dirigeants militaires n'auraient pas de plan de guerre pour 2024. TSN Ukraine a recueilli les réactions à sa déclaration scandaleuse. Mariana Bezula, vice-présidente de la Commission de la sécurité nationale, c'est pour ça qu'elle était en réunion avec Zaloujny, de la Verkhovna Rada et députée du parti serviteur du peuple, a appelé à la démission du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valéry Zaloujny. Le député du peuple a déploré que les directions militaires n'auraient pas de plan de guerre pour 2024. Ça veut dire qu'il n'y a aucune stratégie pour 2024, rien. Oui, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes n'a pas pu fournir de plan pour 2024. Ni grand, ni petit, ni asymétrique, ni symétrique. L'armée a simplement dit qu'elle devait accueillir au moins 20 000 citoyens par mois, a déclaré Bezula. Vous voyez, ça correspond à ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est, y a rien, il n'y a absolument aucun plan. C'est faire des petites actions offensives ou même défensives simplement,
en tuant 20 000 citoyens par mois, alors directement ou indirectement, juste pour faire traîner les choses, juste pour affaiblir la Russie, entre guillemets. Bon, c'était le plan de l'État profond des Américains, c'est-à-dire tuer jusqu'aux derniers Ukrainiens juste pour affaiblir la Russie, un tout petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu. Malheureusement, c'est l'inverse qui se produit. Plus le temps passe, plus la Russie devient puissante et va, à tout le moins, apparemment écraser l'Ukraine. Donc ça ne sert vraiment strictement à rien. Tous ces hommes qui vont à la guerre juste pour se faire tuer, juste pour faire plaisir au gouvernement de Kiev et aux Américains, bien sûr. Cela dit, c'est pas fini. Il y a une chose que j'ai remarquée. Là, dans ce paragraphe, opération Psyop ennemi, donc opération psychologique ennemie. Alors vous voyez, c'est parce que cet article-là, bon, c'est un journal ukrainien, hein, TXT Report, et ce journal-là essaye de coincer Mariana Bezoula pour ses propos, comme ils le disent, scandaleux. Voilà. Donc évidemment, comme c'est une députée qui est populaire, c'est difficile d'essayer de la coincer comme ça. Donc regardez comment ils essayent de la calomnier ici. Les analyses de la communauté internationale du renseignement, les analyses de la communauté internationale du renseignement, c'est qui au juste? On ne sait pas. En tous les cas, ils viennent de Inform Napalm. Donc, alors, Inform Napalm, donc c'est un site, ont qualifié le poste de Bezoula de signe d'une opération PSYOP planifiée dans l'intérêt de certains groupes politiques et faisant le jeu du pays agresseur qui est la Fédération de Russie. Voilà. Selon les analystes, les critiques de Bezoula à l'égard du commandant en chef portent atteinte au moral et à l'atteinte psychologique de l'armée ukrainienne. Voilà. Donc, vous voyez, donc ils essayent. Bon, je vais pas tout vous lire parce que franchement, je suis déjà trop long. Mais ils essayent de la coincer en essayant de la calomnier. Et bon, je ne connaissais pas Inform Napalm, mais j'ai mené ma petite enquête et je suis tombé sur le site de Christelle Néant qui en parle, c'est-à-dire Donbass Insider. Et sur Donbass Insider, donc le site de la grande journaliste française et russophone qui habite dans le Donbass, hein, et qui fait du journalisme depuis 2014 dans le Donbass, en Ukraine, et ben que dit Christelle Néant? Elle a fait une vraie enquête, hein, contrairement à moi. Inform Napalm, un faux média des services ukrainiens de la guerre psychologique. Vous voyez? Donc en gros, ici, bah, c'est l'inversion accusatoire. C'est-à-dire là, les services ukrainiens SBU, parce que c'est le SBU qui est derrière, évidemment, certainement, tout du moins. Et que dit le SBU? Le SBU disent ce serait pas une opération psychologique ennemie faite par la Russie, bien entendu, parce que c'est toujours la Russie. Voilà. Et il cite les analystes de la communauté internationale du renseignement. Vraiment un titre ronflant. Hein. Inform Napalm, comme si c'était une référence. Et là, qu'est-ce que dit Christelle Néant? Donc un faux média des services ukrainiens d'ailleurs psychologique. C'est la seule référence qui fut donnée par le triste Nicolas Quesnel dans son enquête sur un volontaire français dans les lignes de Blast. Donc Blast, c'est le journal d'enquête français, que nous avions ensuite décortiqué de A à Z. Qu'est-ce qu'un Inform Napalm? Qui se cache derrière? Notre enquête n'a pas tardé à découvrir la vérité sur le média indépendant, entre guillemets, ukrainien, que nous avons passé en revue pour tenter d'y voir plus clair. C'est le groupe de hackers féminins ukrainiens Berigini qui dévoila le poteau rose il y a quelques années déjà. Derrière Inform Napalm se cachent les services secrets ukrainiens du centre IPSO. Tiens. Il n'y a aucun vrai journaliste dans cette rédaction.
Officiellement, la plateforme fut informée par des activistes pro-Maïdan, c'est-à-dire pro-OTAN américains, etc., qui auraient été des participants aux émeutes et violences de la révolution dite de la dignité. Voilà. Bon, je vais pas tout vous lire, vous avez vu à quel point c'est long. Bon, juste ça, l'IPSO dont je vous parlais, le centre de la guerre psychologique ukrainienne. Voilà, c'est l'IPSO, le centre de la guerre psychologique ukrainienne, qui se cache derrière Inform Napalm. Voilà, on l'a fait en gros. Hein. Voilà qui se cache derrière Inform Napalm, qui accuse donc Mariana Bezula, cette députée ukrainienne, d'abaisser le moral des soldats ukrainiens. Vous voyez ? Il y a quand même des gens en Ukraine qui essayent de dire la vérité. Il y a fort longtemps, j'avais fait une vidéo sur le massacre à Boutcha, et il y avait un député de la Rada, un député ukrainien, dont j'entends plus parler d'ailleurs, hein, et j'ai oublié son nom parce que c'était il y a très très longtemps. Et ben ce député de la Rada, peu après le massacre à Boutcha, lui avait dévoilé sur Twitter directement que c'était le bataillon Azov et le MI6, c'est-à-dire les services secrets anglais, qui avaient fait le massacre à Boutcha. Voilà, c'était le bataillon Azov qui travaillait avec les agents du MI6, voilà, pour mettre en place les massacres à Boutcha. Avec évidemment hein, la CIA derrière. Il n'a pas nommé, mais c'est évident, puisque la compagnie privée Maxar, qui prend les photos satellites, avait fait des petits arrangements de photos satellitaires pour donner des preuves, entre guillemets. Bien sûr, c'était à l'interprétation, on ne voyait rien, mais il fallait les croire sur parole. Donc si Maxar, la société privée qui s'occupe des photos satellitaires, qui travaille évidemment pour le gouvernement américain, est impliquée, ça veut dire qu'il y a la CIA, bien sûr. Donc vous voyez, et tout est comme ça. Tout est comme ça. Voilà, on va arrêter là. Alors là, nous allons voir encore un article du New York Times. Que dit-il ? Comment Poutine a transformé le boycott occidental en aubaine ? Si les entreprises veulent quitter la Russie, le président fixe les conditions, d'une manière qui profite à son gouvernement, à ses élites et à sa guerre. Donc, peu après l'invasion de son pays par les troupes russes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel aux entreprises occidentales. « Quittez la Russie », a-t-il déclaré. « Assurez-vous que les Russes ne reçoivent pas un seul centime. » Alors là, vous voyez, c'est toutes les entreprises qui ont quitté la Russie. Hein. Faut pas oublier Renault. Ah bah si, il est là, Renault. Des centaines d'entreprises ont répondu à l'appel. Les politiciens et les militants prédisaient que cela contribuerait à étrangler l'économie russe et à saper l'effort de guerre du Kremlin. Alors je ne vais pas tout vous lire, encore une fois, je vais juste m'arrêter là. Le président Vladimir Poutine avait d'autres projets. Monsieur Poutine a transformé la sortie des grandes entreprises occidentales en une aubaine pour l'élite loyale de la Russie et pour l'État lui-même. Il a contraint les entreprises souhaitant vendre à le faire à des prix bradés. Il a limité ses ventes à des acheteurs désignés par Moscou. Parfois, il a carrément saisi des entreprises. Une enquête du New York Times a retracé comment M. Poutine a transformé un malheur attendu en un projet d'enrichissement. Les entreprises occidentales qui ont annoncé leur départ ont déclaré plus de 103 milliards de dollars de pertes depuis le début de la guerre, selon une analyse des rapports financiers du Times. M. Poutine a extorqué, alors j'adore le mot, aux entreprises le maximum de cette richesse en dictant les conditions de leur départ. Il a également soumis ses sorties à des taxes sans cesse croissantes, générant au moins 1,25 milliard de dollars l'année dernière pour le trésor de guerre de la Russie. Ce que le New York Times oublie de dire, c'est que les États-Unis ont gelé 200 milliards de dollars d'avoirs russes. Chose normalement qu'ils n'ont bien évidemment pas le droit de faire. Et ils envisagent là présentement, au moment où je vous parle, un grand projet avec l'Union européenne
pour prendre cet argent et le donner à l'Ukraine, tout simplement pour l'effort de guerre. Donc du vol à l'international. Alors évidemment, légalement, ils ne peuvent pas le faire, mais ils sont en train de contourner les lois avec l'Union européenne, donc Ursula von der Leyen bien sûr, et les autres, hein, Thierry Breton, etc., pour essayer de faire des lois ou de contourner des lois, de trouver une astuce pour voler cet argent. Alors bon, moi je doute fortement qu'ils le feront parce que ça fait des mois et des mois qu'ils en parlent, mais s'ils le faisaient, hein, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, s'ils le faisaient, bah ce serait absolument affreux pour l'économie internationale. Plus personne n'aurait confiance en l'Union européenne et aux États-Unis, et plus personne n'investirait aux États-Unis et dans l'Union européenne, et particulièrement aux États-Unis bien sûr, parce que tout le monde sait qui est le marionnettiste là-dedans. Donc imaginez l'Arabie Saoudite, la Chine, qui a investi, a déjà investi d'ailleurs des centaines de milliards de dollars aux États-Unis par exemple, ben, il dirait ah ben, moi je retire mon argent. Et là ce serait la banqueroute immédiate des États-Unis. Parce que imaginez-vous, les États-Unis pourraient dire à un pays, ah bah toi je t'aime plus, toi l'Arabie Saoudite et la Chine je vous aime plus, bah j'ai décidé de prendre votre argent, de vous le voler et de le garder pour moi. Voilà, ce sera pour mes finances. Donc évidemment, moi à mon avis, ils ne feront jamais ça. Ils y travaillent, mais ils ne le feront jamais. Donc après, il ne faut pas se demander pourquoi Poutine joue leur jeu et fait ça. Et encore, ça c'est beaucoup plus légal ce que fait Vladimir Poutine que le vol, quoi, le gel des avoirs et le vol des avoirs qu'ils veulent faire. Ça c'est beaucoup plus légal et moral entre guillemets. Hein. Bref, je passe. Alors là, vous voyez un article de BBC News qui date d'il y a 2 jours. Que lit-on? L'armée ukrainienne recherche 500 000 soldats supplémentaires. Président Zelensky, lors d'une conférence de presse. L'armée ukrainienne souhaite mobiliser jusqu'à 500 000 personnes supplémentaires, a révélé Zelensky. Vous voyez? Et je vais vous montrer maintenant une petite vidéo très explicite, très éloquente et même édifiante. Et vous allez comprendre pourquoi il demande autant. Alors là, je vais vous montrer une petite vidéo, mais je vais vous la passer parce que sinon ce serait trop long, d'un commandant ukrainien qui dit qu'il a perdu 350 soldats en 8 heures. Simplement en 8 heures. Donc là, il est en face d'un journaliste. Donc je vous passe un petit peu parce qu'on n'aura pas le temps. Той штурмів у нас таких по суті і не було. Вони нас тупо уничтожали. Tu vois, ils nous détruisent simplement avec l'artillerie. Bon, je vous passe hein, parce qu'il dit aussi que il y a une désobéissance des soldats de plus en plus grande, puisque quand les soldats se plaignent pour tel ou tel problème, eh bien les commandants disent bah non, tu te débrouilles avec ce que tu as, nous on fera rien de plus, on peut pas de toute manière. Donc les soldats en ont marre, il y en a beaucoup qui désertent et il y en a beaucoup qui font plus ou moins semblant de se battre. Parce que déserter, c'est très dangereux. On peut perdre la vie en désertant. Parce qu'il y a des gens qui sont des soldats payés pour ça à l'arrière, en général faisant partie du SBU, et qui sont des soldats de représailles, c'est-à-dire qui tuent les déserteurs. Il n'y en a pas partout, évidemment, de ces gens-là. Mais en tous les cas, c'est ce que faisait Staline hein, pendant la Seconde Guerre mondiale avec le NKVD. C'est ce que faisait Staline. Et ben les Ukrainiens, ils font pareil. Voilà. Donc ça, c'est révélé, c'est très intéressant. Bon, encore une fois, je vous passe au plus intéressant. 350 батальйонів? 350 да. Hommes du bataillon morts за 8 годин. En une seule nuit? Да. Oui, en 8 heures. Oui. Это что, они все в одном месте были или как? Это по линии фронта? Alors, étaient-ils tous à la même location? Et là, il dit les mobilisés étaient dans une seule position durant 8 heures et ils ont tous été tués. Voilà. Au lieu d'être répartis, alors il explique qu'ils auraient dû être répartis ici ou là de manière stratégique, mais non, le commandant les a mis, les a entassés dans un seul et même endroit, ils ont été repérés et ils ont tous été tués. Voilà.
C'est absolument terrible. Et en plus, imaginez-vous, là, c'est sur une toute petite partie du front, un endroit minuscule. Ils ont perdu 350 hommes en 8 heures. Imaginez-vous sur tout le front. Alors sur tout le front, il n'y a pas que des cas comme ça. Mais voilà, donc quand on disait, quand les Russes disaient qu'ils faisaient environ 600 morts par jour sur tout le front, bah évidemment, là on a tendance à croire les Russes. 600 morts. Par contre, quand les Ukrainiens disent qu'ils tuent environ entre 900 et 1000 Russes par jour, bah faudrait qu'ils le démontrent. En attendant, là on a un cas de commandant ukrainien qui lui dit ce qu'il en est. Hein. Voilà. Et là on s'est documenté. Alors là, très vite, un article rigolo qui vient de The New Voice of Ukraine, mais qui reprenne un article du Financial Times, un très grand journal de référence international. Donc, alors évidemment, The New Voice of Ukraine, donc ce journal important ukrainien, pourquoi il reprend? Parce que regardez ce que dit le Financial Times. Des sources du Financial Times affirment que l'Ukraine devrait crier victoire et accepter le conflit gelé. Non mais vous voyez le délire, vous voyez le Financial Times qui se décrédibilise complètement, ça en devient ridicule, ridicule. Vous voyez tout ça pour qu'il y ait un journal de référence malgré tout, qui continue la propagande quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, quoi. Même à mettre la crédibilité du Financial Times dans la balance. Voilà. Tout ça parce que voilà, un conflit gelé, ce serait parfait pour l'Ukraine. Alors bon, j'ai pas regardé le Financial Times, mais bon, j'ai lu vite fait là ce qui a marqué là. Donc en gros, c'est parce que si l'Ukraine tient bon, elle aura énormément d'aide de l'Union européenne et des États-Unis. Ils vont se renforcer, ils vont devenir forts. Bref, quand on lit tout, c'est les Russes, ils vont rester les bras ballants. Ils vont regarder comme ça le ciel, ils vont attendre un an, et après, là, ils vont se réveiller au bout d'un an, ils vont agir. Voilà comment le Financial Times pense, et voilà pourquoi il dit que l'Ukraine devrait crier victoire et d'accepter le conflit gelé. Eh oui, voilà, pauvre de nous, hein. Quoi, pauvre Financial Times plutôt. On a vraiment pitié d'eux. Allez, passons. Alors très vite, encore un article du New York Times du 19 décembre, que dit-il? Le Congrès abandonne l'aide à l'Ukraine jusqu'à l'année prochaine alors que les pourparlers sur la frontière se poursuivent. Alors faut comprendre, les pourparlers sur la frontière, c'est la frontière mexicaine, hein, puisque le problème numéro un du Congrès et donc des Américains, c'est l'immigration. Hein. L'Ukraine, ils s'en foutent complètement. Hein. Il n'y a que l'État profond américain qui veut régler le problème de l'Ukraine, mais les Américains, eux, s'en foutent complètement. Les efforts visant à accélérer l'assistance militaire à l'Ukraine sont reportés jusqu'en 2024, alors que les négociateurs ne parviennent toujours pas à parvenir à un accord sur l'aide que les républicains ont exigée en association avec une répression aux frontières. Voilà, donc les républicains, ils réclament de régler le problème de l'immigration aux frontières mexicaines. Voilà, c'est ça qui compte pour le Congrès. Donc c'est les problèmes domestiques d'abord, l'Ukraine bien après. Bon, nulle surprise, c'était juste pour vous montrer cet article du New York Times, pour vous dire que très officiellement, le Congrès a abandonné l'Ukraine. Alors quand ils disent 2024, en imaginant qu'ils fassent un vote, ce sera au mieux toute fin janvier, début février vraisemblablement. Et même s'ils acceptaient soudainement de voter des sous pour l'Ukraine, de toute manière, l'aide, l'assistance à l'Ukraine ne viendrait pas avant, on va dire, 3-4 mois plus tard. Donc, de toute manière, l'Ukraine, ça sera longtemps que le conflit sera fini à ce moment-là. Tout du moins, c'est ce que je pense. Toujours le New York Times. Là, c'est au 17 décembre. Comment la Hongrie a sapé la tentative de l'Europe d'aider l'Ukraine? Le Premier ministre Viktor Orban a utilisé les règles de l'Union européenne sur les décisions unanimes pour faire échouer un plan de 52 milliards de dollars fortement soutenu par les grands pays.
Bon, déjà, on note le petit côté traîtrise de la Serbie. Vučić, il n'a pas levé un doigt, il y a que Viktor Orban qui se bat en gros, alors j'allais dire pour la Russie, mais c'est pas vrai. Alors tout le monde dit oui, il est pro-russe, pro-russe. Bon, il est pro-russe vite fait, hein, Orban. Orban, il voit là où son intérêt le porte, même si effectivement il s'entend bien avec Vladimir Poutine. Mais déjà, vous avez noté qu'étonnamment, la Serbie, qui devrait être pro-russe de manière institutionnelle, hein, du fait de l'histoire de l'histoire de la Serbie avec la Russie, normalement ça devrait être très très proche. Vučić, lui, il fait rien, lui, il suit les directives de l'Union européenne. Bref, alors que le peuple serbe, lui, il est à fond pour Vladimir Poutine. Il est à fond, hein. Quand vous allez visiter les rues de Belgrade, si vous pouviez voir le nombre de statues et de t-shirts à l'image de Vladimir Poutine et du groupe Wagner, ça c'est quand vous baladez dans les places sur les grandes places à Belgrade, il y a ça partout, hein. Le peuple est à fond derrière la Russie et Vladimir Poutine, mais pas son président Vučić. Oui, Vučić, lui, on sait pas trop, lui. Il va là où le vent le porte, hein. Viktor Orban, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit moi, je mets mon veto pour aider l'Ukraine, mais j'enlève mon veto si vous me donnez les 21 milliards d'euros que vous devriez me donner normalement. L'Union européenne a dit non, on ne donne que 10 milliards. Voilà. Et au moins, tu votes pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Quoi, la candidature tout du moins. Et Viktor Orban, bon, comme il n'a pas eu ses 21 milliards, il a toujours opposé le veto. Mais vous voyez que c'est du donnant-donnant. C'est pas je mets mon veto pour l'amour de la Russie ou pour les principes ou parce que je suis pro Vladimir Poutine. Non, non, lui c'est parce que il n'a pas eu les sous qu'il voulait, donc il fait du chantage, hein, très clairement. Mais bon, en tous les cas, l'Europe a cédé une partie, puisque au final, ils lui ont donné quand même 10 milliards d'euros à Viktor Orban. Voilà. Mais en attendant, l'Ukraine n'a pas les 61,4 milliards de dollars que devaient donner les États-Unis, ni les 52 milliards de l'Union européenne. Donc pour l'instant, tout est bloqué au niveau de l'Ukraine. L'Ukraine n'a plus rien. Voilà. Là maintenant, je vais vous montrer deux articles extrêmement éloquent qui va prouver le fait que les chiffres donnés par Oryx sont complètement bidons. Alors je vais vous le prouver immédiatement grâce à ma petite enquête. Là j'ai pris le journal DW, donc le grand journal allemand, voilà, du 8-10-2023. Donc c'est les armes russes saisies renforcent la lutte de l'Ukraine. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on voit? On a le colonel Sarouba, donc le colonel Alexander Sarouba, du Centre des forces armées ukrainiennes, qui enquête sur les armes saisies lors de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine depuis février 2022. Donc c'est lui le grand chef de première main, l'origine de tout, qui connaît ce que l'Ukraine a saisi des Russes. D'accord? Donc que lit-on? Là, on lit, d'après le colonel Sarouba, que 800 systèmes d'artillerie, chars et véhicules blindés, transports de troupes russes ont été capturés. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'Ukraine possède, pris par les Russes. Si on regarde Oryx, ce qui a été capturé, donc la même chose, hein, 2902. 2902. Ça, c'est le matériel capturé. Voilà, le matériel que je vous ai listé, hein, véhicules blindés, chars, etc. 2902. D'accord? Donc maintenant, on va un petit peu plus bas. Et que lit-on? Sarouba a déclaré que les forces ukrainiennes ont capturé un grand nombre de chars russes. Actuellement, environ 300. Voilà. Soit suffisamment pour approvisionner 10 bataillons de chars. Alors évidemment... 300 dans quel état, hein? Vous doutez bien, s'ils les ont capturés, c'est qu'ils sont pas neufs
Et c'est pas des tankistes qui sont partis en disant tenez, je vous donne les clés, on s'en va, tout est parfait. Non, c'est suite à des attaques. Vous vous doutez bien que les chars en plus sont pas en parfait état. Mais bref, 300. Là, que lit-on? Les chars, donc les détruits, etc. Capturés 546. De 300 passe à 546. Donc là, de 800 d'après Sarouba, on passe à 2902 d'après Oryx. 300 chars capturés d'après Sarouba, le colonel ukrainien. Sur Oryx, 546. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais démontrer. Donc Oryx dit du grand n'importe quoi. Là, on en a la preuve avec des chiffres en comparant via un journal russe et mieux encore, les chiffres d'Alexander Sarouba, le grand chef ukrainien qui s'occupe de toute la saisie du matériel russe depuis le début de la guerre. Voilà, la preuve est faite et est définitive. Bon, je dois quand même ajouter que les chiffres, là par exemple, il dit 800, ancien système, blablabla. Bon, les chiffres donnés, ça vient du colonel Sarouba qui est ukrainien. Hein. Donc vous doutez bien que les chiffres sont eux-mêmes, côté ukrainien, complètement exagérés. Sans compter qu'ils ne disent pas dans quel état ils sont. Donc évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas les Russes qui ont vu les Ukrainiens arriver de loin. Oh, les Ukrainiens arrivent, fuyons, fuyons et laissons le matériel intact là où il est. Fuyons, on a peur. Non, c'est ridicule. À mon avis, il doit y avoir en toute logique très peu de matériel intact. Voilà, très peu. Je le suppose tout du moins. Vous voyez les Russes fuir devant les Ukrainiens avec un matériel intact? Allons. Donc, alors, certainement que les Ukrainiens ont capturé du matériel russe. Mais bon, je ne crois pas à ces chiffres ukrainiens déjà à la base. Hein, faut quand même être un petit peu logique. Donc, étant donné la fiabilité des informations données par le gouvernement ukrainien, vous vous doutez bien que déjà ces chiffres, les 800 et les 300 chars là qu'on a vus, déjà ça, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Comme on dit, bon, il y a à boire et à manger là-dedans. Hein. Donc déjà, à mon avis, c'est très 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 exagéré et on ne dit pas dans quel état ils sont, hein, ces matériels-là, hein, détruits, partiellement détruits, sont-ils encore fonctionnels? Bon bref, vous m'avez compris. Hein. Ça vient du gouvernement ukrainien, ne l'oublions pas, qui est en plus exagéré de manière grotesque par Oryx. Le problème, c'est que les chiffres là, donnés par Sarouba ne sont pas repris par les médias occidentaux. Les médias occidentaux reprennent Oryx. Eh oui, bien évidemment, et vous savez tous pourquoi. Bon allez, j'arrête là. Là, on va finir par une petite vidéo sur l'économie russe qui vient du grand journal allemand DW, qui reprend lui-même de Business Beyond. Que dit DW? Pourquoi les sanctions n'arrêteront pas la Russie? Donc je vous laisse voir, donc c'est sous-titré en français. Ça va pas durer longtemps, juste quelques minutes, vous allez voir ça. Ça en dit beaucoup et c'est très éclairant. Ukraine says it's in danger of losing the war, and Russia is more confident of victory than ever. And here's one of the biggest reasons: oil, Russia's most important and most enduring weapon. The country raked in at least $218 billion from oil in 2022, and that's why Western leaders made it the main target of their sanctions against Moscow. The oil price cap is the West's most important sanction. It was designed to keep Russian oil flowing to the global market, whilst also limiting the amount of money the Kremlin could make from it. For a while it worked, not anymore. When the price cap was introduced, it had a clear impact on the price Russia got for its oil. But for almost 6 months now, Russian oil has been sold on global markets well above the price cap of $60, the rate at which G7 states cut off access to their services. Alors voici un dernier article avant la conclusion du Wall Street Journal
Que dit le Wall Street Journal? De nombreuses armes occidentales ukrainiennes attendent d'être réparées loin de la ligne de front. Les pièces d'artillerie doivent être transportées à des centaines de kilomètres du champ de bataille pour être entretenues sur le territoire de l'OTAN. Alors je précise, hein, les pièces qui doivent être entretenues sur le territoire de l'OTAN concernant les pièces d'artillerie, c'est la Pologne, pour être très exact. On ne va pas lire tout l'article, mais juste le début. Certaines des armes les plus puissantes fournies par l'Occident à l'Ukraine sont restées éloignées du champ de bataille pendant de longues périodes en raison de procédures de maintenance complexes et de querelles entre alliés européens. Vous voyez, bon, je vous en parle depuis des mois et des mois, donc pour ceux qui me suivent, nulle surprise, parce que c'est ce que je vous dis depuis toujours, hein, du fait que le matériel ukrainien est trop hétéroclite. Il y a de tout, danois, suédois, allemand, anglais, français, américain, polonais, slovaque, roumain, tchécoslovaque, bref, c'est du grand n'importe quoi. Imaginez-vous la logistique complètement folle pour tous ces équipements militaires complètement différents. Donc c'est du grand n'importe quoi. Je vous le dis depuis toujours. Là, c'est dit dans le Wall Street Journal. Par contre, il y a une chose en plus qui rajoute, c'est qu'en plus, il y a des querelles entre alliés européens. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, en plus. Bon, je savais pas qu'il y avait des querelles entre alliés européens. Mais bon, voilà, en plus, il y a ça. Bon, je vais pas tout lire. Là, déjà, je suis beaucoup trop long dans ma vidéo. Donc, je m'arrête là. Mais bon, c'est pour dire qu'au niveau de la maintenance de l'équipement, oui, du fait d'un équipement complètement hétéroclite, il était évident qu'il y ait ce problème. Encore une fois, je vous le dis depuis des mois et des mois, nulle surprise pour vous, ni pour moi, bien entendu. Alors, que peut-on conclure de tout cela? Eh bien, comme je le dis souvent ici, les conclusions se suivent et se ressemblent. Vous voyez le lent et irrémédiable effondrement de l'armée ukrainienne, mais pas que, aussi du gouvernement ukrainien, de Zelensky. Maintenant, il y a les querelles intestines au sein du gouvernement ukrainien avec Zaloujny, Aristovitch, Zelensky bien sûr, et bien d'autres que je vous nomme pas, comme le ministre de la Défense ukrainien, les autres oligarques, bien sûr, et puis dans l'arrière-plan dont on parle peu, voire pas du tout, les milices néo-nazis comme le bataillon Azov, le secteur droit, Private Sector, et la faction Stepan Bandera qui se tiennent à l'affût, éventuellement pour un coup d'État, quoi, tout du moins essayer de tirer leur épingle du jeu. Parce qu'il ne faut pas les oublier, ceux-là. Ils étaient vraiment très intégrés dans l'armée ukrainienne. Ils le sont toujours d'ailleurs, ces milices néo-nazis. Ils sont complètement intégrés dans l'armée ukrainienne. Qu'est-ce qu'ils vont advenir? Et que vont-ils en penser de tout ça? Pour l'instant, au niveau politique, on ne les entend pas. Vont-ils faire un coup en force, comme ils ont fait en 2014, quand il y a eu le coup d'État américain? Parce que le coup d'État américain, oui, c'est un coup d'État américain, mais les petites mains sur place, c'était qui? C'était ces trois milices, principalement, et la plus grande d'entre elles, le bataillon Azov à l'époque. Bon, le bataillon Azov, il a été réduit à presque rien maintenant, puisque la plupart sont morts, hein, c'était les troupes d'élite, entre guillemets, de l'armée ukrainienne, puisque l'armée ukrainienne de base, celle au tout début de la guerre, c'est-à-dire 24 février 2022, eh bien, la plupart de cette armée régulière vraiment ukrainienne, hein, sans milice ou quoi que ce soit, beaucoup ont déserté, beaucoup ont fui, beaucoup sont passés du côté russe, beaucoup se sont suicidés. Et oui, ça on ne le dit que rarement, hein. Alors, certains spécialistes en parlent, hein, sur Internet, j'entends bien sûr, mais on le dit pas assez. Parce qu'au début de la guerre, c'était une véritable catastrophe. Il y avait un véritable dilemme moral dans l'armée ukrainienne, qui avait des liens extrêmement forts avec la Russie. Eh oui, faut quand même remonter tout le fil de l'histoire, hein, pour tout comprendre. Bref, donc la conclusion, encore une fois,
je le répète et je le redis encore et encore, un lent effondrement de partout, de tout. Toute l'Ukraine s'effondre énergétiquement, sociétalement, militairement, économiquement. C'est un pays du tiers-monde en réalité. En réalité, et ce n'est pas fini. N'oublions pas que Poutine a déclaré qu'il allait reprendre les oblasts russophones. Donc on devine l'oblast en plus de Kharkov, de Mykolaïev et d'Odessa, pour faire la jonction avec la Transnistrie. Donc Vladimir Poutine, lui, il n'a pas fini. Hein. Il n'a pas fini. Il va certainement continuer. Très très certainement. Et bon, en fait, c'est quasiment dit par le porte-parole Dimitri Peskov, par Sergei Shoigu, par Vladimir Poutine lui-même. Ça a été dit, bon, pas aussi ouvertement que cela, mais quasiment. Donc on sait qu'il va prendre... bon, je serais étonné vu tout ce qui a été dit, ils vont pas se dédire. Donc tout le monde l'aura compris, en particulier les Russes. Il n'abandonnera pas les peuples russophones de Kharkov, de Mykolaïev et d'Odessa. C'est inconcevable. Donc c'est pas fini. C'est pas fini. Et que va-t-il advenir de l'Ukraine, qui n'a évidemment pas d'argent, pas d'armes, et de moins en moins. Donc là, ils vont gratter les fonds de tiroir. Et après, parce que même si les États-Unis votent le budget miraculeusement, ce sera en février, ça veut dire qu'ils auront des armes et de l'argent, principalement l'argent, 2 mois après au mieux. Donc, ouais, oui, parce qu'il y a la lourdeur administrative, bien évidemment. Et puis l'Union européenne qui a toujours pas voté un budget bloqué par Viktor Orban. Donc, que va-t-il se passer ? Comment vont-ils contourner les règles ? Vont-ils faire quelque chose d'illégal ? Vont-ils pousser une guerre ? Une véritable guerre cette fois, où les États-Unis interviendront directement, comme a menacé de le faire Joe Biden et Anthony Blinken ? On ne sait pas, on ne sait pas. Bon, j'y crois pas vraiment à ce genre de scénario apocalyptique, puisque de toute manière, les États-Unis, l'Union européenne se feraient balayer en Ukraine, complètement balayer, ça n'apporterait strictement rien. Donc, bref, je ne crois pas ce scénario catastrophe. Personnellement, je pense que tout va se tasser, tout va rentrer dans l'ordre. N'oublions pas le conflit israélo-palestinien, et n'oublions pas, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on en parle très peu, mais il y a des tensions de plus en plus grandes à Taïwan. Donc les États-Unis, pour eux, le vrai enjeu, c'est Taïwan, c'est pas l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un enjeu, on va dire, territorial, juste pour amoindrir la Russie, pour affaiblir la Russie, uniquement. Taïwan, c'est extrêmement stratégique pour les États-Unis. Donc voilà, et d'ailleurs un haut responsable du Pentagone a dit qu'il y aurait une guerre en 2024 entre les États-Unis et la Chine. La Chine s'y prépare de manière très intensive au niveau de l'armée. Elle ne cesse d'augmenter son complexe militaire industriel en urgence, et cela se voit. Alors moi qui suis tout ce qui est armement mondial, ben moi je le vois très bien. Évidemment, je le vois en vidéo, de visu. Il y a des experts qui publient des vidéos, et c'est sur YouTube. Pas besoin d'aller chercher dans un site bien spécifique. Donc, bref, tout ça est très inquiétant pour les Ukrainiens et pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine, elle se sent abandonnée, mais elle est vraiment abandonnée. Donc, et de toute manière, l'Union européenne et les États-Unis n'ont pas d'autre choix. Et les États-Unis, bien entendu, doivent se concentrer sur le conflit, en premier lieu, israélo-palestinien. N'oublions pas le blocage en mer Rouge à cause des Houthis. Tout est intriqué, tout est en interaction en géopolitique mondiale. Quand il arrive quelque chose d'important quelque part dans le monde, il y a toujours des répercussions. Donc là, on voit qu'il y a 3 champs importants pour le moment dans la géopolitique, extrêmement chauds. On a l'Ukraine, le conflit israélo-palestinien et Taïwan. Voilà, il faut toujours garder ça en tête.
au final, c'est assez complexe, faut suivre. Mais en tout cas, une chose est sûre, l'Ukraine, c'est terminé. Vladimir Poutine a bien évidemment gagné la guerre. Il va être extrêmement victorieux. Alors pourquoi j'emploie ce terme? C'est parce que avec la prise de territoire ukrainien, Vladimir Poutine va renforcer la Russie de manière considérable. Je parle au niveau économique. Et en plus, toute la partie russophone, c'est une Russie plus grande. Donc voilà, et quand tout sera réglé, que tout le monde aura un emploi, etc., c'est en gros 6 ou 7 millions d'habitants supplémentaires qui vont payer des impôts. Et oui, là pour l'instant, c'est un gouffre financier, la guerre en Ukraine pour Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps, parce que ça coûte très très cher à la Russie. Mais quand ce sera fini, imaginez-vous les retombées économiques. C'est sans fin. Ça va être extraordinaire pour la Russie. Et oui, toutes ces terres agricoles, toute cette industrie lourde qui va pouvoir réutiliser une centrale nucléaire qui est la plus grande d'Europe, celle de Zaporojie. Bref, les avantages sont sans fin pour la Russie une fois que tout se sera tassé. Sans compter que là, le Nord Stream 1 a été réassuré par deux des plus grands assureurs allemands. Voilà, ça c'est des petits signes. Même si Olaf Scholz prépare la guerre avec la Russie, il y a le reste de l'Allemagne quand même qui a son mot à dire. Il n'est pas tout seul. Voilà, donc nous verrons bien. Tout n'est pas figé. J'ai bon espoir que l'avenir soit bien meilleur plus tard et qu'on finisse par sortir de tout cela dès que la Russie aura été victorieuse. Je pense qu'après tout va se tasser et que peut-être, si on est optimiste, que les relations avec l'Europe et la Russie vont peut-être reprendre. Nous verrons bien. Bon, allez, j'arrête là. Maintenant, vous allez voir la carte militaire pour savoir à peu près, grosso modo, ce qui se passe sur le terrain. Alors, voici la carte militaire. Alors, je le rappelle à chaque fois, c'est une carte militaire ukrainienne. Donc, les délimitations sont à prendre avec des pincettes, bien entendu, toujours au détriment des Russes et toujours à l'avantage des Ukrainiens, bien évidemment. Alors, que peut-on dire sur le front? Bien sûr, on va parler de Klinki, là où il y a eu cette attaque amphibie, donc qui est ici, très exactement ici. Voilà, donc les Ukrainiens ont traversé le Dniepr ici et sont restés ici au moins 3 semaines. Donc là, apparemment, il y a toujours des hommes à Klinki, étonnamment, mais Klinki se fait bombarder de manière absolument terrible. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les Russes ont même lancé des FAB 1500, donc des bombes d'une tonne 5. Je rappelle qu'il y a déjà une semaine au moins, peut-être même plutôt 2 semaines d'ailleurs, les Russes ont envoyé des véhicules blindés et des chars en plus, ce qui n'était pas le cas avant. Donc entre l'artillerie, les chars, les véhicules blindés, les drones, les bombes, Klinki c'est terrible. Et en plus, pendant plus d'un mois, ils envoyaient des forces en permanence à traverser le Dniepr pour renforcer Klinki. Donc à chaque fois, les hommes se faisaient massacrer. Donc c'est totalement absurde. Bon, je le dis depuis un an, puisque ça fait plus d'un an, bien plus d'un an qu'ils essayent de traverser le Dniepr. Et toujours de la même manière, ils sont toujours massacrés. Ça n'a aucun sens, à part évidemment celui de la communication, puisque vous avez bien compris que tout est de la communication. Il n'y a jamais de stratégie militaire dans tout cela, bien entendu. Là où il y avait une stratégie militaire réelle, claire, c'était quand il y a eu la grande offensive sur la région d'Orirov, ici. Donc vous le voyez, il y en a encore les séquelles ici, avec Rabotiné ici, là où il y a le petit doigt. Voilà, mais bon, là c'est terminé aussi, bien sûr. Là en plus, les Russes ont pris Rabotiné la semaine dernière, pour information.
Bah alors, mais bon, ils avancent pas les Russes, hein. Ils restent là, ils attendent qu'il y ait un flux d'hommes en armes qui vient s'écraser sur leur défense. Ça les, comme encore une fois, hein, je le répète tout le temps, je ne fais que répéter toutes les semaines la même chose. Rien ne change côté ukrainien, à part quand même, ils ont arrêté les offensives, hein, c'est terminé. La dernière, c'était Klinky, l'offensive amphibie, ils ont arrêté sur tout le front. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, je ne vais pas y revenir. Sur la forteresse d'Ougledal, rien ne change. Les Russes ont toujours énormément de mal. Ougledal, hein, je vous l'ai dit, c'est une ville qui a été extrêmement renforcée. Elle est sur une motte en plus. Quoi, une motte, donc c'est surélevé, donc naturellement, hein, ça leur donne un avantage énorme. Et les Russes, petit à petit, bah, ils nettoient la zone, parce qu'il y avait des mines ukrainiennes un peu partout. Ils nettoient la zone très lentement, mais toujours incrémentalement. Malinka, bah, ça n'a pas changé. Il y a toujours une fraction dans la banlieue ouest de Malinka qui tient encore, mais c'est quoi, quelques dizaines d'hommes. Voilà, donc les Russes prennent leur temps. Voilà. Mais les Russes n'ont toujours pas officiellement dit que Malinka était prise, alors qu'en réalité, elle est prise. Là, on chipote, il y a peut-être 1% qui reste, et encore. De soldats ukrainiens, j'entends. Et on parle de la banlieue ouest, hein. On parle pas de Malinka intramuros. Alors, Avdiivka, bah, c'est à côté de Donetsk, comme vous pouvez le voir. Donc, Avdiivka, bah, c'est la plus grande forteresse, hein. C'est ce qui va faire le basculement, à mon avis, de la guerre russo-ukrainienne. Quand Avdiivka tombera complètement, le choc sera tellement puissant militairement et psychologiquement que je pense, ce n'est que mon avis, hein, il y aura un seuil, le seuil critique sera franchi et il y aura un écroulement de l'armée ukrainienne. Voilà, nous verrons bien, mais c'est ce que je pense. Alors là, la carte est archi fausse, bien évidemment. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a plus de 3 semaines, ils ont carrément laissé tomber, donc ils ne mettent quasiment pas à jour la carte, alors qu'à date du 23 décembre. Ils la mettent quasiment pas à jour, bah, pour éviter d'effrayer les gens, puisque c'est la seule carte internationale sur le front ukrainien, on va dire, très facilement visible par tout le monde. Je parle tout le monde, hein, vraiment tout le monde, dans le monde entier. Donc, et pour éviter d'effrayer les gens, ben voilà, ils ne la mettent pas vraiment à jour. En fait, tout ça, c'est russe. Voilà, la ville du Nord a commencé à être prise par les Russes, donc ils sont ici les Russes. Tout ça, c'est rose, bien évidemment, et tout ça, c'est rose. Maintenant, les Russes ont pris tout le sud de la ville d'Avdiivka. Donc tout le sud de la ville est maintenant pris. Évidemment, tout ça, c'est rose, tout se referme. Là, c'est archi faux. Donc Stepové, le fameux village dont je vous parlais, a été pris, mais pas pris et consolidé. Il n'y a pas des forces russes qui restent à Stepové. Maintenant, ils sont ici, les Russes. Ils n'ont fait que traverser. Les forces ukrainiennes ont battu retraite. Dans Stepové, ils sont partis. Alors, la chose intéressante à savoir, c'est qu'il y avait un afflux constant de chair à canon, entre guillemets, ukrainiens venant du nord et du sud. Là, maintenant, le flux s'est quasiment tari. C'est-à-dire, il y a eu tellement de destruction ici que bah, le flux s'est quasiment tari. C'est ce que disent beaucoup de blogueurs russes. Évidemment, je ne suis pas sur place, je ne peux pas confirmer. Mais en tous les cas, beaucoup de sources disent que ça s'est tari. Alors, tari, pas à zéro, hein, évidemment, il y en a toujours, mais extrêmement peu par rapport au début. Donc, c'est sans vraiment la fin de la fin. Surtout que Avdiivka, ça y est, même la ville commence à être prise par les Russes, au nord un petit peu et beaucoup par le sud, étant donné qu'il n'y a quasiment plus personne qui vient défendre, certainement parce que les soldats en ont marre d'être pris pour de la chair à canon, et les commandants en ont marre aussi, évidemment, d'envoyer leurs hommes à la mort, obligatoirement à la mort. Surtout quand on envoie des hommes sans aucun espoir, évidemment, de faire quoi que ce soit une fois que vous arrivez sur la ligne de front, c'est-à-dire ici. Mais bref, passons.
Alors maintenant, on va remonter par le nord. Voilà, donc on va parler de Bakhmout. Voilà, alors Bakhmout, là, si on regarde la carte, c'est du grand n'importe quoi. Alors Klitschivka, il y a eu une grosse avancée russe, donc en fait tout ça c'est russe. Klitschivka est entouré comme ça, comme ça. Donc en fait la ville est complètement entourée, mais elle n'est pas prise, hein. Elle est dans un chaudron qui est en train de se refermer presque complètement. Là c'est ouvert encore. Mais sinon tout ça c'est rouge. Donc ça devient vraiment pénible les cartes ukrainiennes parce que là la propagande elle va bien trop loin, c'est du grand n'importe quoi. Là les Russes sont aux portes d'Ivanivskié ici, ils sont vraiment aux portes. Dans le nord, tout ça c'est russe. Tout ça c'est russe jusque là même, hein, jusqu'à Kalinivka. Tout ça c'est russe. Donc ils s'approchent de Tchassivial, hein, parce que ça c'est évidemment c'est le premier but. Et ensuite Kramatorsk, bien sûr, ce sera qui est pas ici. Alors si la carte veut bien, voilà. Alors Kramatorsk, voilà, et Slaviansk. Donc Kramatorsk, Slaviansk, ce sera les buts ultimes concernant cette zone-là, bien sûr. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Maintenant, concernant la zone de Sivelsk, les Russes avancent, mais très lentement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Sivelsk. Et pour Kupiansk, pareil, pas grand-chose à dire non plus sur Kupiansk, donc on va y aller. La carte elle devient un petit peu difficile à maîtriser, là je sais pas ce qui se passe. Voilà, Kupiansk. Donc Kupiansk, bon bah là les Russes sont beaucoup plus près, mais ils avancent pas, hein. Ils sont ici les Russes, hein. Ils sont ici, tout ça c'est russe, mais ils avancent pas là, ils avancent pas. C'est quelques centaines de mètres par jour. Vraiment dans le nord c'est très très calme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte en Ukraine. Alors il y a une chose là qui me revient. Alors je me demande si je vais le retrouver, voilà, ou Glédar. Je tenais à dire que là, je crois que c'est ici. Voilà. Alors si la carte veut bien obéir. Alors là, je sais pas ce qui se passe, j'ai des gros problèmes. Voilà. On y arrive. Ici, là. Ici, il y a eu une avancée russe terrible sur Novomilavkivka. Alors là, il y a eu une avancée terrible russe avec des chars. Et ça a été absolument terrible pour les Ukrainiens. Il y a eu un massacre de l'armée ukrainienne dans cette ville-là. Alors je crois pas que la ville a été complètement prise par les Russes, mais aux toutes dernières nouvelles, il y a eu une énorme avancée russe, là, ces derniers jours, principalement avec des chars, et je sais qu'il y a eu un grand massacre de l'armée ukrainienne par les Russes ici, exactement dans cette zone. Voilà, je voulais finir là-dessus, ça vient de me revenir. Désolé pour le retard. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire. Alors maintenant, on va remonter par le nord. Voilà, donc on va parler de Bakhmout. Voilà, alors Bakhmout, là, si on regarde la carte, c'est du grand n'importe quoi. Alors Klitschivka, il y a eu une grosse avancée russe, donc en fait tout ça c'est russe. Klitschivka est entouré comme ça, comme ça. Donc en fait la ville est complètement entourée, mais elle n'est pas prise, hein. Elle est dans un chaudron qui est en train de se refermer presque complètement. Là c'est ouvert encore. Mais sinon tout ça c'est rouge. Donc ça devient vraiment pénible les cartes ukrainiennes parce que là la propagande elle va bien trop loin, c'est du grand n'importe quoi. Là les Russes sont aux portes d'Ivanivskié ici, ils sont vraiment aux portes. Dans le nord, tout ça c'est russe. Tout ça c'est russe jusque là même, hein, jusqu'à Kalinivka. Tout ça c'est russe. Donc ils s'approchent de Tchassivial, hein, parce que ça c'est évidemment c'est le premier but.
Et ensuite, Kramatorsk, bien sûr, ce sera qui est pas ici. Alors si la carte veut bien, voilà. Alors Kramatorsk, voilà. Et Slaviansk. Donc Kramatorsk, Slaviansk, ce sera les buts ultimes concernant cette zone-là, bien sûr. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Maintenant, concernant la zone de Sivelsk, les Russes avancent, mais très lentement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Sivelsk. Et pour Kupiansk, pareil, pas grand-chose à dire non plus sur Kupiansk, donc on va y aller. La carte devient un petit peu difficile à maîtriser, là je sais pas ce qui se passe. Voilà, Kupiansk. Donc Kupiansk, bon bah là les Russes sont beaucoup plus près, mais ils avancent pas, hein. Ils sont ici les Russes. Hein. Ils sont ici, tout ça c'est russe. Mais ils avancent pas là, ils avancent pas. C'est quelques centaines de mètres par jour. Vraiment dans le nord c'est très très calme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte en Ukraine. Alors il y a une chose là qui me revient. Alors je me demande si je vais le retrouver, ouais, Ougledar. Je tenais à dire que là, je crois que c'est ici. Voilà. Alors si la carte veut bien obéir. Alors là, je sais pas ce qui se passe, j'ai des gros problèmes. Voilà. On y arrive. Ici, là. Ici, il y a eu une avancée russe terrible sur Novomilavkivka. Alors là, il y a eu une avancée terrible russe avec des chars. Et ça a été absolument terrible pour les Ukrainiens. Il y a eu un massacre de l'armée ukrainienne dans cette ville-là. Alors je crois pas que la ville a été complètement prise par les Russes, mais aux toutes dernières nouvelles, il y a eu une énorme avancée russe, là, ces derniers jours, principalement avec des chars, et je sais qu'il y a eu un grand massacre de l'armée ukrainienne par les Russes ici, exactement dans cette zone. Voilà, c'est... Je voulais finir là-dessus, ça vient de me revenir. Désolé pour le retard. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Très important pour moi, cela me permet de publier régulièrement. Et encore une fois, je vous souhaite un très joyeux Noël. Bonne santé à vous et à vos proches. Voilà. Et toujours, bien évidemment, soyez curieux.